Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Alors, excusez-moi pour ce retard. Il y a dû y avoir un bug technique parce que moi, j'avais eu la notification pour midi et en fait, j'ai reçu l'email comme quoi vous étiez déjà là. Donc, a priori, vous aviez la session qui était prévue à 11h30. Donc, désolé pour ce petit bug et nous allons pouvoir démarrer. Alors, vous avez tous accès. Je pense qu'on est une dizaine de participants connectés. N'hésitez surtout pas à utiliser effectivement le chat sur le côté pour poser vos questions au fil de l'eau. N'hésitez pas non plus à interagir. Vous avez aussi la possibilité de mettre des smileys, etc. Ça rendra la séance plus interactive. Et je pourrais ainsi répondre à vos questions au fil de l'eau. Donc, tout d'abord, je me présente. Je suis Jean-François, le dirigeant et fondateur d'Asphalt. Asphalt, c'est une entreprise que nous avons créée il y a bientôt 3 ans, dont le but est de pouvoir aider les entreprises à intégrer le vélo dans la mobilité des collaborateurs. Et de ce fait, nous avons développé différents services. On équipe des entreprises avec des vélos en location, mais là, on a aussi des services, notamment la formation, qui nous amène aujourd'hui à être déployés dans votre entreprise. Le but ici, c'est de travailler les risques et de voir comment gérer les risques liés à la mobilité à vélo au quotidien. Donc, on a différents formats de formation, mais aujourd'hui, donc c'est le format en webinaire. Je vais vous partager mon écran. Alors, normalement, voilà, l'écran est en train de charger. Est-ce que vous voyez bien l'écran? C'est bon? Donc, le but de cette formation, c'est d'effectivement vous accompagner sur la gestion des risques liés à la pratique du vélo au quotidien. Alors, on ne va pas non plus être des plus anxiogènes, mais il est quand même important d'avoir conscience de ce qui peut arriver dans le monde du vélo au quotidien. Et donc, le but, c'est de prendre conscience de ces risques liés à la pratique du vélo au quotidien comme un moyen de transport, d'identifier les facteurs de risque et puis d'apprendre à les maîtriser. Parce qu'en fait, le vélo au quotidien, c'est quelque chose qui est un peu nouveau, notamment en France. On a tous appris à faire du vélo petit, mais le vélo loisir est vraiment quelque chose d'assez différent du vélo au quotidien où on va l'utiliser en moyen de transport et donc on va être beaucoup plus intégré à la circulation de tous les jours et donc aux risques liés à cette pratique. Les basiques à retenir, alors à retenir, je dis parce qu'il va y avoir une petite interrogation à la fin. Alors vous recevrez un email de confirmation suite à cette présentation où il y aura un petit quiz d'évaluation qui vous sera demandé pour vérifier que la formation vous a apporté des acquis. Donc, les basiques liés à la sécurité, ça va être d'abord de bien voir et d'être bien vu. Et on va voir que ça se décline sur les différents aspects de formation que nous allons avoir en cours. Vous avez également le respect de la réglementation. Ce n'est pas parce qu'on est à vélo qu'on ne s'arrête pas au feu rouge ou qu'on ne s'arrête pas au stop. La maîtrise de sa vitesse et de son environnement, les équipements personnels, on va y revenir, et le bon entretien et le bon état de son vélo, de sa monture. Tout d'abord, un point sur l'accidentologie.
l'accidentologie à vélo peut faire un peu peur. Il faut regarder un peu les chiffres pour voir où sont les vrais dangers à vélo. Les principaux facteurs de risque en ville, ce sont les problèmes d'inattention, de non-respect des priorités, les angles morts, camions ou bus. Ça, c'est un des points les plus importants et les plus accidentogènes graves en ville. Les portières qui vont s'ouvrir sur de quelqu'un qui sort de sa voiture et qui n'aura pas vu que vous arriviez derrière. Et l'état de la chaussée. On passe sur un trou, on passe sur une voie de tramway, on passe sur, il y a une marche, etc., qui peut, ou même l'état de chaussée tout simplement glissante, qui peut provoquer des chutes. En périurbain, et ça va être l'accidentologie la plus commune et la plus grave, ça va être la faible visibilité, donc quand on va être sur des routes secondaires en périurbaines, et surtout le différentiel de vitesse entre les vélos et les camions. Vous m'entendez toujours? Parce que j'ai eu une petite notification, mais normalement c'est bon. Le sujet en dehors des villes est assez important et c'est là que se passent la plupart des accidents très graves à vélo à cause de cette différence de vitesse entre les vélos et les voitures. L'accidentologie en ville existe, mais on parle plutôt de bobologie ou d'accidents moins graves qu'un accident qui peut se passer en dehors de la ville sur lequel les véhicules vont rouler à 90 km/h plutôt que entre 20 et 50 km/h en ville, où en fait le choc va être beaucoup moins important, le différentiel de vitesse entre la voiture et le vélo. C'est ce qui explique que 80% des morts à vélo sont en dehors des villes et plutôt d'ailleurs sur des pratiques sportives le week-end, etc. Lorsque l'on est, et en dehors des villes, c'est également le plus commun en fin de journée, avec visibilité restreinte, donc avec la nuit tombée ou des effets de brouillard ou de pluie. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la pratique en ville. La pratique en ville, les plus gros risques sont effectivement liés à l'inattention, les angles morts, les portières et l'état de la chaussée. Je passe au slide suivant. Donc, on va décliner notre partage ce matin sur 4 angles. Je m'équipe, je connais les règles, j'entretiens mon vélo et je circule en sécurité. Tout d'abord, je m'équipe pour rouler à vélo. Il faut avoir une idée de ce qui est déjà obligatoire ou recommandé. Ce qui va être obligatoire ici, on va le retrouver en rouge. Ça va être d'avoir un équipement de base sur son vélo, bien sûr, donc un avertisseur sonore, une sonnette de vélo, des freins avant et arrière, bien sûr, des feux avant et arrière, des catadioptres sur les roues, vous savez, ces petits effets de reflets qui vont permettre une visibilité latérale du vélo lorsqu'on est à un carrefour. Ça n'est que ce reflet-là que pourront voir les automobilistes notamment. Il y a aussi des catadioptres sur les pédales pour devant et arrière. Ensuite, vous avez le siège enfant si vous transportez un enfant. On ne peut pas transporter un enfant sans siège adapté. Il y a différents types de sièges aux différentes normes selon l'âge et le poids des enfants pour les moins de 12 ans. Et un gilet réfléchissant hors agglomération, il est recommandé, mais il est également recommandé dans toutes les situations. C'est-à-dire que le gilet réfléchissant, il est obligatoire hors agglomération et recommandé à l'intérieur des agglomérations. Le casque n'est pas obligatoire, mais également fortement recommandé. Il est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Si vous transportez un enfant de moins de 12 ans, que ce soit sur un siège enfant ou que ce soit sur un vélo de type cargo ou long tail où on peut emmener les enfants devant ou derrière à vélo. Le casque pour les adultes n'est pas répréhensible s'il n'est pas porté, mais il est très fortement recommandé. On verra derrière que ça protège énormément et ça évite énormément d'accidents graves d'avoir cet équipement. Donc le casque à vélo,
il est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans et au-delà de cet âge, il n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé. Porter un casque, ça n'est utile que s'il est bien porté. Donc, le casque doit pouvoir être bien posé, comme vous voyez sur le schéma, pas trop en avant, pas trop en arrière, bien accroché avec sa jugulaire, qui doit être suffisamment serré et pas plus d'un pouce qui puisse passer en dessous du menton. Et les V qui viennent encercler vos oreilles doivent bien être englobés. Parce que si le casque est trop porté trop en arrière, il ne va, ou trop en avant, il n'empêchera aucun des aspects de trauma au crâne. Le casque qui réduit de 80%, c'est la statistique, le risque de traumatisme crânien en cas de chute. Donc, son efficacité n'est pas à remettre en cause. Il n'est pas toujours hyper agréable à porter en toute saison, notamment en été si on a trop chaud, mais vous avez des casques adaptés à ces différentes saisons, plus ou moins ajourés, qui permettent en hiver d'avoir quelque chose de très agréable parce que ça va vous maintenir au chaud, et en été d'avoir tout de même cette protection adaptée aux circonstances. Autre élément clé, c'est d'avoir un vélo bien réglé à la bonne hauteur. Un vélo réglé à la bonne hauteur, c'est donc sa hauteur de selle. Une bonne hauteur de selle, c'est qu'en fait, on est de pouvoir en fait s'arrêter et de poser le pied facilement, mais en même temps avoir un pédalage efficace. Parce que si on est sur une selle trop basse, on va avoir un pédalage inefficace et on va vite fatiguer. Si on est sur une selle trop haute, on va moins maîtriser son vélo et on ne va pas être capable de poser le pied lorsque cela est nécessaire. Donc, quelques points de repère. Lorsque l'on est à côté du vélo, on doit avoir une selle qui va tomber à la hauteur de la hanche. Et lorsqu'on est assis sur la selle avec la jambe tendue, le talon doit reposer sur la pédale positionnée en bas. Il ne faut pas hésiter dans un usage en ville à, par rapport à ses références, baisser de quelques centimètres sa selle pour avoir une position encore plus confortable et pouvoir encore mieux gérer les arrêts. Il faut juste se dire que si on monte un tout petit peu de quelques centimètres, on va avoir un pédalage plus efficace qui va être intéressant pour des plus longues distances lorsqu'on est sur des longs déplacements. Bien s'habiller à vélo. Il faut avoir des vêtements souples près du corps et protégeant du froid et des intempéries. Il faut avoir des chaussures plutôt fermées qui accrochent suffisamment lorsque vous appuyez sur les pédales. Donc, les hauts talons sont plutôt à proscrire sur un vélo. Les gants vont pouvoir vous protéger les mains et maximiser le confort, surtout dès qu'on va être sur une période un peu plus fraîche, parce que c'est les mains qui sont les plus exposées lorsque l'on roule à vélo, notamment au froid, et un casque bien réglé et fermé. Point d'attention important, il faut éviter les longues écharpes ou ce style de vêtements qui risquent de s'emmêler dans les rayons. C'est quelque chose qui arrive assez fréquemment et on n'y pense pas, mais on aime bien, on roule au vent et puis on a un cache-nez qui vole derrière, mais lors d'un coup de vent ou autre, il suffit que cette écharpe tombe un peu, se prenne dans un rayon et on peut avoir un accident ou une chute qui peut être importante parce qu'on va être sur un blocage du vélo. Et il faut également éviter les capuches sans élastique autour de cette capuche. Alors que là, on rentre dans de la technique, mais dès qu'on pratique le vélo, on comprend ce qui se passe. Et c'est qu'en fait, lorsque vous allez avoir une capuche avec un élastique, elle va tourner en même temps que vous tournez la tête. Donc, si vous voulez regarder s'il y a une voiture qui arrive à gauche ou une voiture qui arrive à droite, voir si vous êtes suivi par une voiture, si vous êtes sur une capuche classique, eh bien, vous allez tourner la tête, la capuche elle va rester tout droit et vous ne voyez absolument rien. Donc, la capuche adaptée à cet usage est très important, sinon il vaut mieux ne pas porter de capuche parce que vous allez être complètement aveuglé dès que vous allez tourner la tête. Il est également conseillé de porter plutôt des vêtements de couleur claire ou un dispositif réfléchissant comme un gilet, parce que le premier principe de base, c'est d'être vu par les automobilistes notamment, ou les camions ou les bus. Aujourd'hui, sur les routes, vous allez retrouver 3 types de vélos. Les vélos dits mécaniques ou musculaires.
Donc, c'est des vélos sans assistance, sans moteur qui vont vous aider. Donc, le vélo classique que l'on connaît tous. On voit maintenant de plus en plus, et c'est une grosse progression du vélo sur ces dernières années, c'est le vélo à assistance électrique. Donc là, on est sur un vélo qui dispose d'une batterie et d'un petit moteur électrique qui vient assister le pédalage. Donc, si on ne pédale pas, ça ne pousse pas et ça ne remplace pas le pédalage. Ce n'est pas une mobilette. Ça vient vous aider et en fait amener de la puissance et moins vous fatiguer. La puissance vous est amenée jusqu'à atteindre 25 km/h. Au-delà, l'assistance s'arrête. Donc, si vous pédalez fort, vous allez pouvoir dépasser 25 km/h, mais le moteur ne peut pas vous aider, vous pousser au-delà de ces 25 km/h. Et l'assistance dégagée par le moteur, la puissance du moteur ne peut être que de 250 watts. Alors, c'est un peu technique, mais ça, c'est ce qui va rentrer dans les normes d'un vélo à assistance électrique. Il y a un début de développement de ce qu'on appelle des speed bikes, que l'on voit encore peu sur nos routes en France. Le speed bike, en fait, c'est un vélo à assistance électrique, mais qui, au lieu d'être limité à 25 dans son assistance, va être limité à 45 km/h. Et là, en fait, d'extérieur, on voit un vélo qui est à peu près normal, mais un peu plus imposant, mais qui va être beaucoup plus puissant et débridé jusqu'à 45 km/h. C'est légal, mais on rentre dans la réglementation des cyclomoteurs, donc comme une mobilette ou un petit scooter, qui doit être immatriculé, qui doit avoir un rétroviseur, qui doit être assuré, le port d'un casque homologué est obligatoire et qui n'est pas le même casque que pour un vélo, qui est un casque de type cyclomoteur. Et il y a également, on doit avoir un minimum 14 ans et donc les mêmes brevets ou titulaires du permis AM pour avoir accès à ce type de vélo. C'est encore un peu anecdotique dans ce que l'on voit aujourd'hui dans les rues ou sur les routes, mais ça se développe et on le voit pas mal sur d'autres territoires comme des pays un peu plus nordiques. Le point sur lequel je veux également zoomer maintenant, ce sont les règles de circulation à vélo. Je vérifie. N'hésitez pas à poser vos questions déjà sur cette première partie. Alors, comme je suis obligé de switcher entre deux écrans, je ne vois pas toujours les questions au fil de l'eau, mais là, je viens voir, il n'y a pas de questions pour le moment. Mais n'hésitez pas s'il y a ce besoin, et je peux même faire rentrer des gens sur scène pour prendre la parole s'il y a le besoin. Je poursuis si vous n'avez pas de questions pour le moment. Les règles de circulation. Donc, zoom sur les règles de circulation. Il faut, à vélo, connaître à peu près tout autant le code de la route qu'en voiture et se souvenir de ce qu'est une interdiction, une obligation, une indication, un avertissement. Un cercle rouge, c'est une interdiction. Un triangle rouge, c'est un avertissement. Un carré bleu, c'est une indication. Un rond bleu, c'est une obligation. Et vous devez mémoriser cela et vous en souvenir parce qu'en fait, ça va être plus utilisé et peut-être même plus fréquemment utilisé pour de l'indication vélo que ce que l'on peut connaître sur la voiture et notamment pour ce qui est des panneaux bleus. Les principaux panneaux à connaître à vélo, c'est que vous allez avoir un cercle rouge avec le vélo à l'intérieur, c'est un accès interdit au vélo. Lorsque vous avez une bande ou une piste cyclable conseillée et réservée aux cyclistes, vous allez avoir ce carré bleu. Lorsque vous avez un cercle bleu, cette piste est obligatoire. Donc, en fait, la différence ici entre les deux, c'est que si c'est un carré, vous avez le choix de passer sur la piste cyclable. Si c'est un rond, vous avez l'obligation de passer sur cette piste cyclable. Lorsque vous avez un panneau de catégorie de cycle avec une voie réservée aux véhicules et puis qui est autorisé au vélo, vous avez ce petit panneau blanc comme ici en dessous du bus qui vient vous autoriser à prendre cette voie en plus des bus. Lorsque vous avez une voie verte qui est réservée aux piétons
et aux cyclistes, vous avez ce type de panneau en bas à gauche. Lorsque vous avez un double sens cyclable, on y reviendra, c'est-à-dire que lorsque vous êtes autorisé à remonter une rue, par exemple, lorsqu'elle est en sens unique pour les voitures, vous avez ce panneau carré bleu. Lorsque vous avez, ça, on le voit se développer énormément dans nos villes actuellement, cette autorisation de tourner à droite ou d'aller tout droit à vélo, même à feu rouge, vous avez ce triangle avec le vélo et une flèche qui vous donne ces autorisations. Cela vous donne l'autorisation de passer le feu rouge, mais cela ne nous donne pas la priorité. On reste bien sur un céder le passage, d'où le triangle, mais vous avez la possibilité de tourner directement à droite en regardant et en cédant le passage aux autres usagers, ou d'aller tout droit si vous avez la flèche tout droit. Et ensuite, vous avez ces zones de rencontre où vous voyez que vous êtes sur lorsque vous êtes notamment à l'intérieur des zones 30, vous voyez de plus en plus de zones de rencontre où la circulation est ouverte aussi bien aux piétons qu'aux cyclistes ou aux voitures, et vous êtes sur du double sens cyclable dans ces zones. Si on zoome sur ce qui se passe à l'intérieur de la ville, dans une ville, vous avez 3 grands espaces avec 3 vitesses différentes, avec 3 espaces dédiés. Vous avez l'espace normal, on va dire, qui est la ville où la vitesse est limitée à 50 km/h pour tout le monde. Et sur les rues, sur les rues et routes, on va pouvoir y retrouver les vélos si on n'a pas de voie cyclable obligatoire. Vous avez les espaces cyclables qui sont dédiés aux vélos assistance électrique et aux trottinettes électriques, avec une assistance limitée à 25 km/h, c'est-à-dire que les speedbikes qu'on a vus tout à l'heure n'ont pas le droit d'aller sur les voies cyclables parce qu'ils vont trop vite et le différentiel de vitesse est trop élevé, et donc eux doivent pratiquer sur les routes comme les voitures. Exactement pareil que pour les scooters ou des mobylettes. Et enfin, vous avez les espaces piétons sur lesquels on ne peut pas rouler à vélo en tant que tel. Vous allez pouvoir y retrouver des trottinettes mécaniques ou du skateboard comme engin de déplacement personnel, c'est ce qu'on appelle EDP. Mais la vitesse maximale sur les espaces piétons est de 6 km/h. Donc normalement, en tant qu'usager de vélo, sur les espaces piétons, les trottoirs, etc., on doit être à côté de son vélo, ou au moins avec les pieds à terre, parce qu'on n'a pas le droit de dépasser ces 6 km/h. La zone de rencontre, ce sont donc des zones qui se développent dans les villes sur lesquelles on va être sur des zones aussi bien piétonnes que cyclistes, où l'automobile est tolérée aussi, avec une limite de vitesse à 20 km/h. Et avec un ordre de priorité, bien sûr, qui commence pour les piétons. Donc, c'est les piétons qui sont prioritaires partout, même sans passage piéton. Et puis, vous avez donc la priorité pour les vélos, et les voitures passent donc après. Si on ne respecte pas les règles de circulation, vous avez la possibilité d'être verbalisé. C'est 35 € d'amende, c'est une amende de 2e classe. Si on circule sur les trottoirs, ça peut aller jusqu'à 135 € d'amende, c'est une amende de 4e classe. Donc, on est verbalisable, bien sûr, à vélo par rapport à ce code de la route. Excusez-moi. Là, je passe. Pour ce qui est des dépassements, les règles à respecter par les automobilistes, c'est qu'en fait, en dehors des agglomérations, vous devez avoir un espacement un peu plus élevé qui est à 1,50 m minimum pour pouvoir doubler un vélo. En ville, c'est au moins 1 mètre. L'espacement que vous devez laisser entre vous et les voitures, et puis la distance respectée par les voitures pour vous dépasser. Malheureusement, nos environnements urbains ne le permettent pas toujours, et c'est ce qui peut provoquer des frictions, notamment en ville, où pour rouler de manière sécuritaire, on doit s'écarter un peu des voitures pour ne pas pouvoir se prendre une portière dans le cas d'une ouverture. Et cela laisse rarement, sur des rues classiques,
des petites rues en ville, la possibilité aux voitures de doubler. Et donc, c'est un point de vigilance. Le respect et le partage de la route fait que si vous êtes sur une très longue rue avec un espace restreint, eh ben, en tant qu'usager du vélo, on va de temps en temps pouvoir venir se mettre à côté pour laisser passer les voitures qui roulent derrière, plutôt que d'essayer de rouler trop près de la voiture à droite et de laisser les voitures nous frôler pour nous doubler. Les sas à vélo. Alors, est-ce que tout le monde sait comment peut fonctionner un sas à vélo et à quoi ça sert? Le sas à vélo, c'est ce qu'on va retrouver juste sur les feux rouges, de plus en plus communs, une zone où vous avez les logos de vélo par terre, des bandes blanches. Le but de ces sas à vélo, c'est de permettre au vélo de se replacer devant la file de voitures au feu pour pouvoir repartir en premier et être visible par les véhicules derrière eux. Ces sas à vélo sont réservés aux vélos, ils sont normalement interdits aussi bien aux voitures qu'aux motos. Ils n'ont pas le droit d'emprunter cette zone. C'est assez commun de voir des voitures, des motos ou des scooters sur ces zones, mais elles ne sont pas autorisées ici. Et donc, encore une fois, le sens de ces sas, c'est pas de dire que les vélos ont le droit ou peuvent doubler les voitures, c'est juste que c'est le moment du démarrage au feu est potentiellement dangereux et assez dangereux pour les voitures parce que les voitures vont avoir beaucoup plus de reprises qu'un vélo. Et donc, si vous êtes entre deux voitures et que vous êtes sur le démarrage du passage au feu vert, vous êtes sur un moment risqué. Et donc, le fait d'être devant permet de dégager les vélos et d'être visible des autres utilisateurs et de pouvoir démarrer en premier. L'autre aspect qui est aussi agréable à vélo, c'est que ça va vous éviter d'être dans les gaz d'échappement pendant le feu rouge en étant devant les différents véhicules à cet endroit. Un point sur un type de carrefour que l'on commence à voir se développer dans nos villes, c'est ce qu'on appelle le carrefour à la hollandaise. Donc, ce sont des carrefours sur lesquels vont être aménagées une bande cyclable ici tout autour, qui permet d'avoir, alors ça peut être en vert, ça peut être en rouge parfois cette bande cyclable, qui permet en fait d'avoir la possibilité de manière protégée de faire le tour de ce carrefour avec des priorités et d'éviter les angles morts avec les véhicules et donc d'éviter beaucoup de risques. Donc il y a beaucoup dans les villes, lorsqu'on est sur du réaménagement de grands carrefours, on voit de plus en plus ce type de dispositif arriver. Et l'objet est de savoir les prendre. Et donc, en fait, vous avez cette bande cyclable circulaire qui va venir entourer ce carrefour et la possibilité d'avoir le tourne à droite pour les différents usages. Quelle différence on a entre l'usage de la trottinette ou l'usage du vélo en ville? Pour ce qui est des voies de circulation, pour un vélo, les règles classiques du code de la route vont s'appliquer, les feux, les priorités à droite. Le vélo est interdit sur les trottoirs pour tous les usagers de plus de 8 ans. Donc les enfants peuvent rouler à vélo de moins de 8 ans sur les trottoirs, mais c'est interdit au-delà de 8 ans. Et c'est toléré dans les aires piétonnes, mais à la vitesse d'un homme au pas. Pour ce qui est des obligations, rappel, casque obligatoire pour les moins de 12 ans et un seul usager sur le vélo en l'absence de siège dispositif, comme on l'a vu tout à l'heure. Pour ce qui est des trottinettes, ce sont les mêmes voies que les vélos qui doivent être utilisées. Elles ne peuvent pas avoir une vitesse au-delà de 25 km/h et il est interdit d'aller sur des routes limitées à plus de 50 km/h. C'est quelque chose que l'on oublie parfois, mais qu'en fait, dans les faits, une trottinette ne peut être utilisée qu'en ville. Dès qu'on va sortir d'une zone urbaine et qu'on n'est plus limité à 50 km/h, l'usage des trottinettes est interdit sur la voie publique. C'est interdit aux enfants de moins de 12 ans, peut-être bientôt de moins de 14 ans, et une seule personne par trottinette électrique est autorisée. Est-ce que jusque-là, tout le monde suit?
Alors, hop, et j'ai une petite question sur le sas à vélo. Il stationner est considéré comme un franchissement de feu rouge pour les automobilistes. Effectivement, c'est rarement pénalisé malheureusement, mais aussi bien pour les automobilistes que pour les motos, le passage de la ligne qui débute le sas à vélo, c'est comme si on brûlait le feu rouge. Merci pour cette précision. Entretenir son vélo. Quelles sont les vérifications régulières que l'on va faire sur un vélo avant de démarrer en fait le matin ou à chaque usage de son vélo? C'est déjà qu'on ait un serrage de roue qui soit OK. Ça, on ne va pas forcément aller le vérifier avec la tension à chaque fois qu'on prend le vélo, mais on va le sentir juste en prenant le vélo, parfois juste en soulevant son vélo et en le faisant retomber de quelques centimètres. Est-ce qu'on entend un jeu, une vibration? Est-ce qu'on voit un jeu, une vibration? Ça va permettre de détecter assez rapidement qu'il y a un desserrage ou pas de sa roue, qui peut parfois être juste réajusté à la main selon le dispositif ou avec une clé adaptée. Le serrage de la selle, elle ne doit pas pivoter sur elle-même ni se basculer en avant ou en arrière lorsqu'on est sur le vélo. Les freins ils doivent rester accessibles, donc la manette ne doit pas avoir tourné vers le bas ou vers le haut, on doit pouvoir freiner avant que ce soit en butée, c'est-à-dire que dès le début du mouvement de la manette de frein, on doit commencer à ressentir le freinage pour que ce freinage soit progressif. Et ensuite, on doit avoir des câbles qui sont en bon état. On ne doit pas avoir des gaines à jouret ou des câbles qui sont pincés. On doit y jeter un œil assez régulièrement pour avoir un freinage qui va tenir dans le temps. Dernier point, le gonflage des pneus, qui est très important pour plein d'aspects. Ils doivent toujours être gonflés à la pression recommandée. C'est marqué noir sur blanc, enfin non pas pour le coup pas noir sur blanc, mais en relief sur le flanc des pneus, la pression recommandée. Cela, notamment, évite les crevaisons, mais il va d'abord vous permettre de rouler de manière plus efficace et plus confortable, parce qu'en fait, la bande si le pneu est bien gonflé, vous roulez beaucoup plus facilement. Vous voyez une énorme différence entre un pneu mal gonflé et un pneu bien gonflé en termes d'effort à réaliser. Et cela évite les crevaisons. Parfois, on peut croire que si le vélo est trop gonflé, on risque de crever. C'est complètement l'inverse. Si le vélo est bien gonflé, vous allez beaucoup moins crever. Le plus grand risque de crevaison, c'est le pincement en ville du pneu. Et donc, si votre vélo est mal gonflé, dès que vous allez passer sur un trou ou sur une marche de trottoir, eh ben, vous avez pincé votre pneu et donc la chambre à air qui va être endommagée et qui va crever votre pneu. Donc, un pneu bien gonflé, c'est aussi beaucoup moins de crevaison. Entretenir son matériel, c'est de vérifier aussi, et là on est sur des vérifications plus ponctuelles mais régulières, si on a une roue voilée, et donc ça c'est tout simplement on soulève sa roue, on la fait tourner et on voit si elle va osciller de gauche à droite ou si elle fait un bruit bizarre. On va aussi jeter un œil sur les rayons, et donc là on va juste passer son doigt sur les rayons et voir s'il y a du jeu, si on peut faire bouger le rayon, ça veut dire qu'il s'est détendu et que donc il faut faire réviser sa roue pour remettre ces rayons en tension avant que le problème se développe. Les pneus, exactement comme en voiture, ils doivent être en bon état. Il faut vérifier la bande de roulement, donc l'endroit central du pneu, s'il y en a encore des stries pour éviter de déraper, notamment sur ce glissant. Et on va vérifier l'état des flancs sur les côtés des pneus pour voir s'il n'y a pas de boursouflure ou de craquelure qui pourrait amener un éclatement du pneu ou une usure prématurée du pneu. Un pneu, ça a aussi une péremption, c'est comme sur les voitures, je pense que sur les voitures, si je ne dis pas de bêtises, au-delà de 8 ans, même si le pneu n'a pas roulé, il doit être changé. Sur un vélo, un pneu très ancien va aussi avoir tendance à se craqueler et se désintégrer. Donc attention au vélo que l'on ressort du vieux garage ou de la grange, à l'état des pneus, et s'il est nécessaire de les remplacer.
Entretenir son matériel, c'est également avoir une chaîne bien entretenue. Une chaîne bien entretenue, c'est-à-dire qu'elle doit être nettoyée, graissée, afin d'éviter qu'elle soit trop sale. Une chaîne bien entretenue, on doit pouvoir potentiellement la toucher sans être complètement noire. Elle va souvent ramasser toutes les poussières et saletés, notamment en ville. Et donc, ces poussières et ces saletés vont venir euh, user, venir poncer en fait votre système de transmission, donc le plateau, les pignons, et ça va être très mauvais pour votre vélo. Donc, une chaîne doit être régulièrement entretenue, c'est-à-dire dégraissée complètement, puis regraissée avec la graisse adaptée pour son usage, sans en mettre de trop, mais on ne doit pas avoir une chaîne sèche et on doit avoir une chaîne propre. Avec un vélo à assistance électrique, il faut penser à changer ses vitesses pour redémarrer. Alors, c'est une mauvaise habitude que prennent ou pour passer une côte, c'est une mauvaise habitude que prennent les usagers de vélo à assistance électrique, c'est que comme le moteur va venir compenser l'effort, eh bien, on laisse le moteur agir et aussi bien au démarrage en feu ou pour passer une côte, si elle n'est pas trop élevée, on va laisser le moteur pousser. Et en fait, vous allez venir forcer, notamment sur votre chaîne et votre système de transmission, ce qui va l'user de manière prématurée et peut provoquer une casse. Donc, au démarrage, par exemple à un feu, eh bien, on redescend sa vitesse pour avoir un démarrage plus simple, et ensuite on va remonter en vitesse dès que l'on aura pris un peu de vitesse, ce qui va permettre de soulager la transmission et aussi vous permettre également de beaucoup moins consommer votre batterie, parce que ce sont à ces moments-là que vous allez consommer le plus en mettant en charge votre moteur et donc en tirant énormément sur la batterie. Lorsque la tension de la chaîne va être aussi quelque chose d'important à vérifier, vous ne devez pas pouvoir, c'est ce que vous avez sur la photo, lorsque vous tirez sur la chaîne, on ne doit pas voir les dents. Si on distingue la dent entière, voire deux dents de votre plateau, c'est qu'on a un problème de tension de cette chaîne. Et casser une chaîne ça s'use et ça se change assez facilement, mais casser une chaîne peut provoquer des chutes qui font très mal, parce qu'on est en plein effort, elle va se casser toujours alors qu'on est en plein effort, et votre genou, enfin votre jambe va partir toute seule, et votre genou va pouvoir claquer notamment sur le vélo ou le guidon. Les différents serrages autour du vélo, vous avez à vérifier de temps en temps si votre guidon est bien serré. Donc, est-ce qu'il y a du jeu ou est-ce que c'est trop simple de pouvoir désaligner le vélo avec sa roue avant? Sinon, il faut le resserrer. Idem pour la selle. Idem en prenant la manivelle de pédalier, il faut qu'on vérifie qu'il n'y ait pas de jeu avant-arrière et de jeu latéral. Sur un vélo, ces pièces sont clés, sont de la sécurité aussi bien que de l'entraînement. Et au début, il peut tout à fait être normal d'avoir un peu de jeu, et notamment sur des vélos neufs, au bout de quelques jours, il est souvent nécessaire de resserrer ces différentes pièces. Si on ne le fait pas, ce jeu va user les pièces de sécurité, les pièces de serrage, et là, vous allez provoquer des casses, parce que dès que vous allez avoir un jeu que vous ne resserrez pas, vous allez provoquer des casses des pièces métalliques. Pour ce qui est des freins, si vous entendez un bruit métallique en freinant, il faut certainement changer vos patins ou vos plaquettes de vélo. Et le mieux, c'est de pouvoir le détecter avant. Donc, vous avez de plus en plus de freins à disque sur les vélos, mais sinon, vous avez encore des freins à patins de caoutchouc. Ces patins doivent être de bonne taille, et s'ils vous paraissent usés, s'ils ont pris la forme de votre roue, c'est que vous êtes sur un patin qui est déjà trop usé. Sur les plaquettes, pareil, vous avez l'épaisseur de plaquettes qui est souvent assez visible sur un vélo, et ces plaquettes s'usent tout à fait normalement, et doivent être changées régulièrement. C'est au bout de normalement quelques milliers de 1000 ou 2000 km selon l'usage, mais en ville, on peut être amené à freiner
plus fréquemment. Et sur un vélo assistance électrique, vous allez solliciter aussi beaucoup plus les plaquettes de frein, ce qui va impliquer un renouvellement plus régulier de ces plaquettes. En tout cas, dans tous les cas, si vous avez un doute, il est fortement recommandé d'aller voir son marchand de cycle ou son dépanneur pour réparer la pièce. Vous êtes sur un engin à deux roues, vous êtes sur un engin donc vulnérable, et votre sécurité passe par le maintien en bon état de tous ces éléments de sécurité: serrage, roue, freinage, courroie de transmission, enfin système de transmission et donc chaîne, plateau et réglage de dérailleur, sont des éléments clés de votre vélo et clés de votre sécurité. Donc, un vélo qu'on utilise au quotidien, ça s'entretient, ça se révise. C'est pas, on a tous, et moi le premier, été utilisateur de vélos de loisirs qui restent dans le garage et qui sortent 1, 2 ou 3 fois par an pour quelques heures d'usage. Et on ne les emmène jamais en révision parce qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Mais lorsque vous allez utiliser de manière beaucoup plus intensive, même si c'est que pour 2-3 km par jour votre vélo, eh bien, vous allez avoir un entretien régulier à faire de ce vélo. Pour les vélos à assistance électrique, il y a la question également de la gestion de la batterie. La batterie aussi, ça s'entretient, ou en tout cas, il y a des points de vigilance liés à la batterie, surtout que la batterie, c'est un des éléments les plus coûteux du vélo dès l'achat, mais on va dire que même un vélo d'occasion, au bout de 2-3 ans, il va avoir entre la moitié et les 2/3 de sa valeur qui sont représentés par la batterie en tant que telle. La batterie, elle a un chargeur qui lui est spécifique, qui vous a été livré avec son vélo, et il est impératif d'utiliser uniquement ce chargeur, parce qu'en fait, il a des spécificités électriques qui sont uniques pour cette batterie. Et si vous utilisez un autre chargeur qui ne va pas être exactement aux mêmes spécificités techniques, eh bien vous risquez de faire brûler, exploser ou d'endommager votre batterie parce que vous aurez utilisé un système adaptable qui n'est pas forcément spécifique à votre vélo. On ne laisse pas une batterie non plus constamment en charge. Si vous n'utilisez pas votre vélo pendant quelques semaines ou mois, on ne laisse pas la batterie constamment en charge. Ça va provoquer également une usure prématurée de cette batterie. On recharge régulièrement une batterie pour la maintenir en charge, mais on ne laisse pas le chargeur branché 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'est pas conseillé d'utiliser une batterie à moins de 30% de charge, on risque d'avoir une panne d'énergie. C'est-à-dire que il faut recharger assez régulièrement son vélo, et si vous partez pour un trajet avec uniquement 20 ou 30% de charge de la batterie, avec un fort risque de descendre à zéro, c'est assez déconseillé parce qu'en fait, une batterie, et c'est vrai pour toutes les batteries, un des plus gros risques sur une batterie, c'est ce qu'on appelle la décharge profonde. C'est qu'en fait, c'est de tomber à zéro et qu'il n'y ait plus du tout de courant dans la batterie. Et là, parfois, on est incapable de la remettre en charge parce qu'elle sera descendue trop bas. Donc, c'est pour ça qu'on dit que partir pour un trajet, il faut éviter de partir pour un trajet où on a un risque de tomber sur une panne complète de batterie. Et donc, entretenir sa batterie, c'est la maintenir dans une plage qui va être entre 60 et 100% de capacité. Bien sûr que vous pouvez rentrer d'un trajet avec moins de 30% de capacité. On parle bien de partir avec une batterie trop basse. L'entretenir, c'est donc faire attention à la température. Lorsqu'on stocke une batterie, il faut éviter qu'elle descende en dessous de 5 degrés ou qu'elle dépasse les 30 degrés. Comme pour une voiture ou pour un téléphone, etc., dehors, au plus il va faire froid, au plus votre capacité de batterie va être réduite. Donc, on a moins d'autonomie de batterie l'hiver que l'été. On ne laisse pas une batterie exposée aux hautes températures ou en plein soleil pour une longue durée. Donc, si vous garez votre vélo en plein soleil, même s'il est sécurisé, on retire sa batterie. La majorité des batteries sont amovibles, ce qui va permettre de limiter ces hautes températures. Et en cas de stockage prolongé, plusieurs semaines sans utilisation, on va conserver le vélo et la batterie dans un endroit sec et tempéré. Et si possible, avec une batterie
entre 30 et 60% de charge ou au-dessus. Et donc, le meilleur conseil, c'est de régulièrement, si on hiverne par exemple un vélo, on va aller tous les 2 mois, 3 mois, recharger sa batterie, parce que même si le vélo n'est pas utilisé, la batterie va avoir tendance à se décharger toute seule. C'est un élément chimique, hein, une batterie, et qui continue à vivre même quand on n'utilise pas. Et donc, le meilleur des conseils d'entretien, c'est de maintenir sa batterie en charge, pas forcément à 100%, encore une fois, comme on le note ici, mais de maintenir au-dessus de 60%, c'est une très bonne chose. Protéger son vélo contre le vol. Alors, c'est un des fléaux clés et un des premiers freins à l'usage, c'est de se faire voler son vélo. Ça commence par le choix de l'antivol. Les antivols en U, c'est une des meilleures protections contre le vol. Ça peut être également les chaînes. Au plus on va être sur une chaîne importante et lourde, au plus ça va vous protéger contre le vol. Les antivols pliants, ils permettent quant à eux d'attacher plus facilement le cadre à un point fixe, et c'est également un bon complément de votre antivol principal. Il faut toujours accrocher votre vélo à un point fixe, fermé et scellé au sol. L'attacher au moins le cadre à ce point fixe, plus la roue avant si possible, comme vous voyez sur le petit schéma. Et si possible, solidariser la roue arrière avec le cadre, qui va éviter de vous faire voler votre roue arrière uniquement. Vous avez soit des cadenas, soit ce qu'on appelle des ring locks, c'est des cadenas de roue arrière qui restent solidarisés au vélo, qui permettent de solidariser cette roue arrière à votre vélo et de la sécuriser. Si on laisse son vélo pour une longue période, le mieux, c'est qu'il s'agit d'un VAE, c'est de retirer sa batterie si elle est amovible. En retirant votre batterie, vous limitez également énormément la possibilité de vol, parce que vous retirez une bonne partie de l'intérêt du vélo, parce que vous en retirez une bonne partie de la valeur. On accroche l'antivol le plus haut possible pour éviter des leviers ou de pouvoir le claquer par terre. Au plus l'antivol est accroché bas sur le vélo, au plus le vol va être simplifié pour le voleur. On retire la selle si on est sur un réglage rapide et que le stationnement est prolongé. Il est donc conseillé d'utiliser 2 antivols. C'est un peu comme pour n'importe quel type que ce soit pour une maison, une voiture ou autre. Le voleur va toujours préférer prendre le vélo qui va être le plus simple à voler par rapport à un vélo très sécurisé. Donc, au plus vous allez avoir un dispositif avec un cadenas renforcé et le doublé ou le triplé, au plus vous allez repousser les voleurs de votre vélo. Pas de questions pour le moment? Non, pas de questions pour le moment. N'hésitez pas. Autre chapitre que nous pouvons partager, c'est la circulation à vélo. Un des premiers points, c'est de savoir freiner à vélo. Alors, vous allez me dire, tout le monde sait ici freiner à vélo. Il faut freiner, on va utiliser le plus souvent le frein droit qui va freiner la roue arrière. Savoir freiner à vélo, et surtout quand on est sur un usage quotidien, ça va être de savoir utiliser ces 2 freins sur son vélo. Et ça, on ne l'apprend pas dans nos écoles, et on est rarement à l'utiliser lorsqu'on est sur un usage de type loisir. Et on a tous eu, jeunes, une expérience où on a trop freiné du frein avant et on a fait un soleil et on est passé par-dessus le vélo. Le frein avant est un frein très important à vélo. On l'apprend quand on apprend à faire de la moto ou du 2 roues motorisé, et on ne l'apprend pas malheureusement quand on fait du vélo. Le frein avant, c'est le plus puissant et c'est le plus efficace. Mais il faut savoir le gérer pour éviter la chute, et donc il faut savoir le doser. Le frein arrière, il est là pour réguler la vitesse et ralentir. Et attention, s'il y a un petit virage, si vous freinez de l'arrière, vous avez la capacité à déraper. Et donc, si vous voulez vous mettre en sécurité à vélo, je vous invite très fortement à vous entraîner à freiner des 2 freins. Déjà, vous allez découvrir que vous allez réduire par 2 ou 3 votre distance de freinage et donc votre capacité à éviter des obstacles, des situations d'urgence ou des accidents. Et cet apprentissage, vous allez le faire tout simplement en allant sur un endroit
sécurisée, donc une rue pas trop fréquentée ou une allée, etc. Vous allez vous prendre un point de repère et vous allez vous mettre à freiner à partir de ce point de repère de plus en plus fort en dosant votre freinage entre votre frein avant et votre frein arrière et en utilisant au maximum votre frein avant. C'est lui qui va vous permettre de réduire énormément la distance. On le voit lorsqu'on est sur les révisions de vélo, malheureusement, trop d'utilisateurs de vélo n'utilisent que leur frein arrière et on voit que l'usure des plaquettes ou des patins de frein n'est que sur le frein arrière, alors que ça devrait être l'inverse. C'est bien les freins avant qui doivent être les plus utilisés, comme dans tout véhicule. Sur une voiture, ce sont les freins avant qui s'usent le plus vite et les pneus avant qui s'usent le plus vite. Et malheureusement, un vélo, c'est l'inverse parce qu'on n'utilise pas bien nos vélos. Le point de précaution par rapport au freinage, il faut éviter de freiner sur les lignes blanches ou jaunes peintes au sol parce que le plus souvent, elles ne sont pas granuleuses et elles vont être très glissantes, surtout quand partant de pluie. En jour de pluie, il faut anticiper son freinage parce que les distances vont être fortement allongées et terminer son freinage avant de s'engager dans un virage serré. Donc, on ne freine pas en virage parce qu'on va déraper très facilement si on freine dans un virage. Donc, la clé là-dessus, c'est s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner. Les bons réflexes pour éviter une chute, c'est d'être vigilant sur son vélo, c'est de positionner ses deux mains sur le guidon et au moins un doigt sur les leviers de frein. C'est d'empêcher tout élément textile de se prendre dans les roues. On l'a évoqué tout à l'heure sur les sacs, sur les écharpes, mais c'est vrai aussi sur les sacs, les vêtements, les lacets. C'est d'éviter les obstacles. Attention aux trous, aux graviers, aux feuilles mortes qui provoquent des chutes ou des crevaisons. C'est de faire attention notamment aussi aux bouches d'égout, aux rails, aux trottoirs et bordures. C'est une cause très fréquente de chute. Et donc d'éviter de rouler ou freiner directement sur les bandes blanches, surtout lorsque la route est humide. Les bons réflexes également pour éviter les chutes, c'est d'anticiper le comportement des autres usagers. Donc, chercher le regard des conducteurs de voitures ou de camions ou de bus dans le rétroviseur pour s'assurer qu'ils vous ont vu. Vérifier de l'autre côté, sur le côté, qu'un véhicule ne vous double pas, même si vous avez indiqué un changement de direction. Et c'est vrai aussi entre vélos, c'est-à-dire que sur une piste cyclable, on voit encore peu de gens qui utilisent cela, mais vous avez beaucoup d'accidents entre vélo ou trottinette parce qu'on n'a juste pas prévenu qu'on allait tourner à droite ou à gauche. Gardez l'espace entre vous et les voitures pour éviter les coups de portière, les ouvertures de portière brusques d'un véhicule. Et annoncer un dépassement pour tout engin, que ce soit une trottinette, un gyropode, un autre vélo, même sur les pistes cyclables. Le danger le plus grave, et si moi j'ai un truc à vous communiquer aujourd'hui pour éviter les accidents les plus graves, c'est les angles morts en ville. S'il y a aujourd'hui une des causes les plus importantes d'accidents graves ou de mortalité à vélo en ville, ce sont les angles morts des camions, les angles morts des bus. Sur ce schéma ici, vous voyez ce que représente toute cette zone sur laquelle un conducteur de camion ou de bus n'a aucune visibilité. Donc toute la zone rouge ici, et même devant le camion, est totalement invisible du conducteur. Lorsque vous le voyez sur une photo ici, vous avez toute cette bande devant, où si quelqu'un traverse devant, il ne le voit pas, ces bandes latérales, et puis derrière. Donc les endroits les plus à risque en ville, ça va être les carrefours, où vous avez un camion, un bus qui va tourner à droite et ne vous aura pas vu, et va venir se rabattre sur vous en tant que deux roues, sans vous avoir vu. Et là, vous êtes extrêmement vulnérable et l'engin est extrêmement dangereux à ce moment-là parce que ce n'est pas un choc de face, c'est un choc sur lequel vous allez passer directement sous les pneus parce que vous êtes sur l'aspect latéral du camion ou du bus va venir vers vous et c'est là où on a le risque d'accident le plus grave. Donc, énorme vigilance, d'où ce contrôle dans les rétroviseurs et il vaut mieux s'arrêter de manière préventive, laisser passer le véhicule plutôt que de prendre ces risques.
qui sont réellement très élevés en ville quand on n'est pas sur des zones, des pistes sécurisées. Quand je dis des pistes sécurisées, c'est que la piste cyclable, comme ici, n'est pas suffisante pour vous sécuriser. Une piste sécurisée, c'est une piste séparée sur laquelle vous allez avoir un muret et sur lequel le camion ou le bus ne pourra pas passer. Autre aspect, et donc attention quand on tourne à droite aux angles morts, et l'autre aspect assez technique et potentiellement dangereux à vélo, c'est de tourner à gauche. Pourquoi tourner à gauche peut être dangereux? Parce que vous allez traverser toute la voie, et donc vous avez un danger potentiel par rapport aux véhicules qui arrivent derrière plus vite et qui vous doublent, et aux véhicules qui arrivent en face dans l'autre sens. Donc, à l'approche de ce besoin de tourner à gauche, si vous êtes sur une zone praticable, pas trop fréquentée, et que vous avez cette possibilité, ce temps de dire je vais prévenir de mon décalage à gauche, je vérifie visuellement, je vais me décaler au centre assez tôt pour pouvoir ensuite tourner à gauche et prendre ma nouvelle voie, tant mieux. Mais si vous pensez que vous êtes à risque sur ce croisement, il est beaucoup, beaucoup plus efficace de dire je vais tourner à droite, prendre à droite pour revenir à gauche et traverser entièrement cette rue, que ce soit un carrefour ou un feu rouge, plutôt que de directement tourner à gauche lorsqu'on est sur des voies qui ne permettent pas ce passage sécurisé. Et ces voies qui permettraient ce passage sécurisé, ce sont les carrefours hollandais qu'on voyait tout à l'heure, qui permettent un giratoire vélo autour de ces carrefours. Donc, le tour à gauche est également un point clé de sécurité à vélo. Remonter une file de voiture. Si les véhicules sont à l'arrêt, il est interdit de remonter par la droite sans piste cyclable. Donc, vous n'avez pas le droit de doubler par la droite les véhicules, même à l'arrêt. Vous avez seulement ce droit s'il y a une piste cyclable isolée pour les vélos. Et si les véhicules sont en mouvement, il faut remonter par la file de gauche et pour effectuer un dépassement. Et ce qui vous permet d'être visible des voitures et donc d'éviter des accrochages ou des accidents. Là, on a toujours cette volonté de pouvoir dire je suis à vélo, je vais en profiter, je vais me profiler, etc. Ce sont encore une fois les moments les plus dangereux dans votre trajet en ville. Les clés principales, respecter les feux. C'est pas qu'en voiture qu'on le fait, et c'est malheureusement ce qu'on voit beaucoup à vélo, des gens qui grillent les feux. Les feux se respectent, et c'est une des zones les plus à risque aussi à vélo. Sur les trottoirs, seuls les enfants de moins de 8 ans ils sont autorisés à vélo. Donc, à vélo, on met pied à terre sur les trottoirs. L'alcool est interdit aussi à vélo. Si on conduit, et vous pouvez être verbalisé pour cela, donc rentrer à vélo parce qu'on a trop bu et en laissant sa voiture, ce n'est pas une bonne solution. On est tout de même sur un moyen de transport dangereux. Manger en roulant, c'est dangereux aussi, et vous pouvez être verbalisé pour défaut de maîtrise de votre véhicule, au même titre que d'écouter de la musique ou d'être au téléphone en roulant. On doit être en pleine maîtrise de son véhicule, donc on ne fait pas autre chose. On est souvent amené à non seulement répondre à du téléphone ou utiliser le guidage du téléphone. Si c'est pour utiliser le guidage GPS du téléphone, il faut avoir un dispositif qui permet de l'accrocher sur le guidon pour avoir une utilisation sans les mains. Mais sinon, vous devez rester toujours en pleine maîtrise de votre véhicule, et c'est donc pas de musique, pas de téléphone, et pas de téléphone à la main, ni de quoi manger dans vos mains. Et ces infractions, il y a des contraventions prévues sur les différents niveaux de contravention qui peuvent aller de 35 € à 135 € lorsqu'on ne va pas rentrer dans des situations graves. Ça peut aller après au-delà sur des problématiques pénales. Mais pour vous donner quelques exemples, avoir un passager sur son vélo, c'est donc 35 € d'amende. Se remorquer sur une voiture, c'est 35 €. Remonter une file par la droite, c'est 135 €. La circulation sous l'emprise d'alcool, c'est 135 €. Le stationnement gênant existe aussi à vélo et peut être verbalisé à 35 €.
Un défaut d'éclairage, votre vélo a une ampoule cassée ou autre, c'est 11 € d'amende. Encore une fois, ce ne sont pas des jouets, ce ne sont pas des éléments de loisir, ce sont des moyens de transport qui doivent vous maintenir et maintenir les autres utilisateurs en sécurité. Et donc, il y a aujourd'hui, l'utilisation de ces contraventions est de plus en plus commune en ville pour pouvoir réguler ce nouvel usage. Et donc, il faut savoir que vous êtes verbalisable à vélo. Une des clés pour sécuriser votre trajet, et on arrive presque au bout, c'est aussi de préparer votre itinéraire et connaître votre itinéraire. Vous avez aujourd'hui des guides, des applications qui vous permettent, type GeoVélo, type Google Maps, itinéraire vélo, etc., qui vont vous conseiller des itinéraires. Le meilleur conseil est souvent un autre utilisateur qui va vous dire, bah, tiens, pour venir au travail, moi je passe par là, ok, il y a peut-être 500 mètres de plus, mais j'ai une voie sécurisée, il y a beaucoup moins de trafic, etc. Repérer votre trajet, surtout sur ces trajets du quotidien, va vous permettre de sécuriser ce trajet et de pouvoir avoir quelque chose également d'agréable, parce qu'en fait, il faut profiter de faire du vélo pour avoir aussi les trajets sur lesquels vous allez prendre plus de plaisir, parfois en faisant un tout petit peu plus de mètres ou de kilomètres, mais en ayant un parcours plus dégagé et plus agréable à vélo. Pour revenir sur cette synthèse, je vous repartage les basiques. Premier point, bien voir et être bien vu. Respecter la réglementation. Maîtriser sa vitesse et son environnement. Point d'attention à son équipement personnel et à l'entretien de son vélo. Ce sont les clés de la sécurité à vélo et de votre sécurité à vélo. J'arrête ce partage et je suis maintenant à votre disposition pour vos questions. Alors n'hésitez pas, c'est le moment. Et je vais vous partager, vous allez également le recevoir par email, mais je vous partage un lien qui vous permet d'accéder au questionnaire. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Alors dites-moi en tout cas si vous avez appris des choses, si ça vous a plu, ou si je vous ai tous endormis. Eh bien écoutez, s'il n'y a pas de questions et pas de réactions, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et j'espère qu'on se croisera sur les routes de manière sécurisée. Le but est effectivement de pouvoir profiter de ces usages, du plaisir qu'on peut avoir à vélo, et en pensant juste à la sécurité pour que ça reste que du plaisir. Merci et très bon appétit à tous. Au revoir.